Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la polyarthrite rhumatoïde. Mais d'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Shirley, psychonutritionniste. Je suis spécialisée dans la lutte contre l'inflammation et le renversement de l'auto-immunité. J'ai moi-même réussi à réduire au silence ma maladie auto-immune, Hashimoto. Je te raconte un peu plus loin comment j'ai fait. Mais d'abord, parlons de la polyarthrite rhumatoïde. C'est un rhumatisme inflammatoire chronique, c'est-à-dire que dans cette affection, l'inflammation qui est normalement utile à notre survie, l'inflammation aiguë qui nous permet de lutter contre les virus, les bactéries, qui permet à notre corps de se réparer, dans ce cas, elle va s'emballer, elle va devenir chronique, incontrôlable et particulièrement dans les articulations, qui vont commencer lentement à se dégrader, ce qui peut mener jusqu'à leur destruction si rien n'est fait. Cette inflammation colossale va évidemment provoquer des symptômes. Gonflement et rougeur articulaire, raideur matinale prolongée, c'est-à-dire que l'on met du temps à dérouiller nos articulations, que l'on met du temps à sortir de notre lit. Déformations articulaires qui peuvent à terme mener jusqu'au handicap puisque l'on n'arrive plus à se servir de nos membres correctement. Des nodules rhumatoïdes qui sont en fait de petites boules sous la peau qui sont disgracieuses mais généralement indolores. Elles provoquent aussi des réveils durant la nuit à cause des douleurs qu'elles engendrent. Les articulations les plus touchées sont les plus petites, c'est-à-dire celles des mains et des pieds. Mais pour autant, toutes les articulations du corps peuvent être touchées. Et ça dépend de chacun. Elles provoquent aussi des symptômes que l'on dit associés, une grande fatigue qui est devenue évidemment chronique, des troubles du sommeil qu'on évoquait à l'instant, ce qui est un cercle vicieux car quand l'on manque de sommeil, la douleur ressentie est plus forte et l'inflammation augmente puisque notre corps n'a pas pu produire les anti-inflammatoires nocturnes. Elle peut évoluer dans de rares cas vers d'autres organes, notamment les poumons, le cœur ou encore les vaisseaux. Comme c'est une maladie auto-immune et comme toutes les autres, elle a la fâcheuse tendance de provoquer un effet boule de neige, de participer à l'apparition d'autres maladies auto-immunes. D'ailleurs, chez 2 patients sur 10, on va retrouver la maladie de Gougerot-Görgen, qu'on appelle aussi le syndrome sec, qui se caractérise par une sécheresse des muqueuses et la sensation d'avoir du sable dans les yeux. Si ça t'intéresse, d'ailleurs, j'ai fait un contenu entier sur le sujet, je te mets le lien juste là. La polyarthrite est aussi très liée à la thyroïdite de Hashimoto, ou encore au diabète de type 1 chez les hommes. La polyarthrite est 3 fois plus présente chez les femmes, et ça c'est le cas de la plupart des maladies auto-immunes. Elle peut se déclarer à tous les âges de la vie, sachant qu'il y a quand même une fourchette où elle va apparaître le plus souvent, c'est entre 30 et 50 ans, avec un pic à 45 ans. On estime que 1% de la population mondiale en souffre, soit environ 300 000 Français. C'est une pathologie qui évolue par crise, par poussée inflammatoire, entrecoupée de ce qu'on appelle des phases de rémission. Ce n'est pas de la guérison, c'est juste un arrêt temporaire des symptômes. L'autre écueil de cette inflammation très élevée, c'est qu'elle augmente les risques cardiovasculaires. C'est pourquoi on observe une surmortalité dans la polyarthrite rhumatoïde. Elle peut également finir par dégrader les os, nous amenant sur de l'ostéoporose. La polyarthrite est multifactorielle comme toutes les maladies auto-immunes. Dans ces facteurs, on va trouver en premier lieu la génétique. Si l'un de nos 2 parents est atteint de cette pathologie, nous avons 3 fois plus de chances de la développer nous-mêmes. Pour autant, il faut pondérer ce résultat parce que les études qui ont été menées sur des jumeaux monozygotes, c'est-à-dire ayant le même patrimoine génétique, ont donné des résultats surprenants. Si l'un l'avait développé, l'autre n'avait que 10% de chances de la développer aussi. Ce que ça dit, c'est qu'il y a d'autres facteurs qui sont en jeu. Et ça, ce sont les facteurs épigénétique. L'épigénétique, c'est quoi en quelques mots? Nous avons certes nos gènes qui ont été transmis par nos aïeux, mais nous allons les exprimer ou non. Beaucoup de gens sont porteurs de gènes de maladies auto-immunes, mais pas tout le monde ne va les exprimer. Qu'est-ce qui va faire que toi ou moi, nous allons les exprimer? Eh bien, ce sont ces fameux facteurs épigénétiques qui vont allumer ou éteindre nos gènes. Parmi eux, on trouve la nutrition, le stress chronique ou le stress
post-traumatique parce qu'un choc émotionnel peut aussi être à l'origine du déclenchement d'une maladie auto-immune ou d'un déclenchement d'une poussée inflammatoire, la sédentarité, le tabagisme, même passif, et c'est particulièrement le cas dans la polyarthrite rhumatoïde où l'on a 20 fois plus de chances qu'elle se développe lorsque l'on fume. Les polluants environnementaux, l'exposition à des bactéries ou virus, notamment Epstein-Barr, ou certains médicaments. En plus de ces facteurs épigénétiques et environnementaux, les scientifiques ont récemment découvert que notre microbiote intestinal était lui aussi impliqué dans sa survenue. Le microbiote, c'est tout simplement l'ensemble des micro-organismes, des bactéries, virus et levures qui habitent dans notre intestin, qui, entre parenthèses, représente à peu près 2 kg. Ils ont observé que les microbiotes des malades présentaient plusieurs anomalies, notamment une baisse significative de la catégorie des firmicutes, qui sont des bactéries spécialisées dans l'immunorégulation, donc l'équilibre du système immunitaire. Ils ont également observé des modifications du microbiote buccal. D'ailleurs, les inflammations gingivales des gencives sont très fréquentes dans la polyarthrite. Ils ont même retrouvé de l'ADN d'une bactérie buccale, Porphyromonas gingivalis, pour la citer, à l'intérieur du liquide synovial, c'est-à-dire à l'intérieur de nos articulations. Il y a donc bien un lien qui existe entre les deux, mais qui reste encore à éclaircir. Au-delà des traitements conventionnels, dont l'efficacité peut être probante chez certains et quasi nulle chez d'autres, et non sans certains effets secondaires, digestifs notamment, on peut influencer nous-mêmes notre épigénétique et notre microbiote. Rien n'est gravé dans le marbre. Nous avons chacun le pouvoir d'influencer notre santé par l'alimentation et le mode de vie. Pas besoin d'investir dans des trucs de dingue, nos choix du quotidien peuvent totalement renverser notre santé dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs. Avec de bons choix, tu peux réduire ta maladie auto-immune au silence. C'est ce qu'il s'est passé pour moi il y a quelques années quand on m'a diagnostiqué la maladie de Hashimoto, qui est une maladie auto-immune de la thyroïde. Dans un premier temps, j'en ai subi les symptômes et j'ai vu mon corps se dégrader. De toute manière, on m'avait dit qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Et j'ai découvert en cherchant qu'on pouvait renverser son auto-immunité avec un protocole nutritionnel simple. Je me le suis appliqué et en quelques mois, ma vie a totalement changé. Mon énergie est enfin revenue parce que j'avais une fatigue chronique hallucinante. Mes troubles digestifs se sont drastiquement réduits. Ma masse grasse a diminué parce que ça c'est un des symptômes de Hashimoto, c'est une prise de masse grasse inexpliquée. Et mon esprit est devenu plus clair, moins de brouillard mental, moins de flou. Tous ces bénéfices sont acquis, je ne suis plus jamais revenue en arrière depuis. Ce protocole, c'est l'AIP, Auto-Immune Protocol en anglais. Et pour le rendre accessible au plus grand nombre, je l'ai adapté dans un programme en français qui te guide pas à pas pour t'amener comme moi à retrouver ta santé. Si tu veux en savoir plus, tu trouveras le lien dans la description. Et petite info supplémentaire, comme il vient tout juste de sortir, tu peux encore bénéficier de l'offre de lancement de 30%. Dans ce protocole nutritionnel, l'idée c'est d'enlever toutes les catégories d'aliments susceptibles de faire surréagir le système immunitaire. Ces catégories ont été définies par 2 médecins, le docteur Cordin et le docteur Ballantyne. Ensuite, on les réintroduira un par un en observant précisément les effets qu'ils produisent sur notre corps. L'idée à terme, c'est bien sûr d'avoir la nutrition la plus diversifiée possible. Mais tout ne sera peut-être pas possible. L'enjeu, c'est de découvrir quels aliments sont compatibles avec notre organisme et quels aliments, au contraire, mettent le feu. Dans les catégories à éliminer dans cette première partie, tu vas retrouver les produits laitiers parce qu'ils contiennent des protéines fortement antigéniques, c'est-à-dire qui font surréagir ton système immunitaire. Ces protéines, ce sont particulièrement les caséines que tu vas retrouver dans tous les laits animaux et donc dans tous leurs sous-produits, que ce soit la vache, la chèvre, la bufflonne, la brebis. Ensuite, les noix et les graines, même si elles font partie d'un régime anti-inflammatoire classique et qu'elles sont très riches en nutriments intéressants,
elles contiennent aussi beaucoup d'antinutriments et particulièrement dans la petite peau fine qui les recouvre. Ces antinutriments, ce sont en fait de petits poisons végétaux destinés à éloigner les insectes. Lorsqu'on a un microbiote et surtout une barrière intestinale, comme c'est le cas dans toutes les maladies auto-immunes, ces petits poisons qui seraient passés inaperçus chez d'autres vont avoir un effet explosif. Ils vont surexciter le système immunitaire qui se trouve d'ailleurs juste derrière notre barrière intestinale. Ces petits poisons végétaux s'appellent les phytates, oxalates, lectines et on va les retrouver aussi dans la catégorie des légumineuses, donc les lentilles, pois chiches, haricots secs. Pareil, ils sont tout à fait recommandés dans un mode de vie sain et anti-inflammatoire, mais ici et précisément dans le cas des maladies auto-immunes, ils peuvent mettre le feu. Ça n'est pas une certitude, mais ça mérite d'être vérifié. Ensuite, il y a les solanacées, pour exactement les mêmes raisons. C'est une catégorie dans laquelle on va retrouver les tomates, les poivrons, les piments, les aubergines principalement. Ensuite, les œufs, pareil, qui ont un fort pouvoir antigénique. Et ça, c'est particulièrement le cas du blanc d'œuf qui finalement a été créé par la nature pour protéger le potentiel futur fœtus et poussin. Et enfin, le gluten, bien évidemment, qui est la protéine du blé, du seigle et de l'orge, dont on sait le potentiel inflammatoire et dont on sait également qu'elle augmente la perméabilité intestinale, et ce, chez tout le monde, mais c'est évidemment particulièrement le cas dans la polyarthrite rhumatoïde. Dans la phase d'éviction d'ailleurs, on ne se contente pas d'enlever que ces aliments qui contiennent du gluten, on enlève toutes les céréales et pseudo-céréales, donc même celles qui sont sans gluten, comme le riz, le quinoa ou le millet notamment. Bien entendu, cette éviction est temporaire. Elle va durer de 4 à 12 semaines selon les individus. Mais elle permet à l'organisme d'éteindre le feu, au système immunitaire d'arrêter sa guerre, d'arrêter de se battre contre tout ce qui bouge. Certains appellent même cette période le reset immunitaire. Au bout de ce chemin, on réintroduira par catégorie chaque aliment en observant avec précision s'ils ont un effet sur nous. J'avais fait il y a quelques temps un contenu sur l'alimentation idéale des maladies auto-immunes, mais il date un peu. Donc j'ai décidé d'en refaire un 2.0 qui sera mis à jour et il sortira sur ma chaîne YouTube dans 15 jours, c'est-à-dire mi-mars. Comme ça, si tu le souhaites, ça te permettra d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus dans les détails de ces recommandations nutritionnelles. Je ne pouvais pas terminer cette vidéo sans parler un peu de micronutrition. Les micronutriments, ce sont les vitamines, minéraux, acides gras que l'on trouve dans l'alimentation. On sait que certains d'entre eux sont impliqués dans la régulation immunitaire et que s'ils sont manquants, en tout cas que s'ils sont en carence, notre système immunitaire va avoir beaucoup plus de mal à s'équilibrer, à se réguler. C'est le cas de la vitamine D, C, des oméga 3, du fer, de l'iode, du magnésium, du zinc, de la vitamine B12, de l'acide alpha-lipoïque ou encore de la coenzyme Q10. Mais dans la polyarthrite rhumatoïde plus précisément, les études montrent que les malades ont des carences en vitamine D impressionnantes. Donc si c'est ton cas, n'hésite pas à te complémenter et essaie de viser le haut de la norme. Généralement, la norme de vitamine D dans les laboratoires est entre 30 et 60 nanogrammes par millilitre. Je te conseille d'essayer d'atteindre les 60 nanogrammes. Les oméga 3 montrent aussi un intérêt spécifique dans cette pathologie. Tous les patients ont rapporté une baisse de sensations douloureuses. Si tu souhaites te complémenter et que tu ne sais pas où chercher, je te glisse quelques liens dans la description. Tu trouveras aussi dans l'alimentation des antioxydants qui ont prouvé leur pouvoir dans la diminution des symptômes. Il s'agit des épigalocatéchines galates que l'on trouve dans le thé vert, mais aussi de la cannelle ou encore des arpagosines contenues dans l'arpagophytum, qui est une plante africaine spécialiste des articulations. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ce contenu t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un like pour me soutenir, à t'abonner pour de nouvelles aventures. Et moi, je vous dis à très vite.